Bonjour à tous et à toutes qui est tombé sur cette vidéo. Alors ce que j'ai intention de faire ici, c'est en fait de vous présenter un livre, en apportant parfois mes commentaires, même si c'est pas le but premier. Le but premier, ce sera de vous lire des citations du livre, des passages qui me semblent très importants, des citations vraiment très parlantes, où il y a le plus d'informations utiles, pour essayer de vous présenter l'essence du livre. Alors je vais un petit peu préciser quand même de quel genre de livre exactement j'ai envie de parler. Le genre de livre dont j'ai envie de parler, ce sont des livres, si vous voulez, qui sont informatifs, mais qui vont enrichir votre pensée, qui vont vous faire voir le monde différemment, qui vont vous apprendre des choses, soit sur le monde extérieur, soit sur le monde intérieur, c'est-à-dire vous-même. Et je vais essayer de sélectionner des livres qui sont vraiment très pertinents, si vous voulez, qui vont avoir un petit impact et qui fait que quand vous allez sortir de cette lecture, vous serez plus exactement le même. Alors donc, voilà le livre. Vous le trouverez sûrement avec une couverture différente de celle-là. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal de notes. C'est un livre où j'ai pris vraiment beaucoup de citations, ça risque d'être un peu long. Voilà, si possible au montage, je couperai s'il y a vraiment trop de choses et que la vidéo dure super longtemps. Mais je me voyais pas, j'ai vraiment essayé de raccourcir au maximum, je me voyais pas en dire moins. Parce que ce bouquin est vraiment une mine d'informations. Donc le principe du livre, comme le sous-titre l'indique, la vérité scientifique sur les effets de la télévision. C'est un livre en fait qui est extrêmement sourcé, j'ai jamais vu un livre qui est autant sourcé que ça. Le type ne sort pas les informations de son chapeau. Vous voyez toutes ces pages-là, les notes. Les sources plutôt. Des sources. Donc pour ceux qui ont vraiment envie de creuser le sujet, vous aurez de quoi faire. Alors déjà pour bien commencer, j'aimerais lire cette citation faite par le livre. Le problème des intellectuels, c'est qu'ils reprochent à la télévision de ne pas être assez bonne. Ils sont suspects de vouloir mettre Arte sur toutes les chaînes et d'imposer leurs préférences culturelles à tout le monde. Pour ma part, je ne crois pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise télévision. Je préfère qu'il n'y ait pas de télévision du tout. Citation de Alexandre Lacroix, philosophe. Donc on est ici dans le chapitre d'introduction. Je vais passer par tous les chapitres un par un. Évidemment, sans vous citer tout, je vais citer tout au plus un dixième de chaque chapitre. En gros, il y aura encore énormément d'informations à glaner dans le livre à la fin de la vidéo, donc je vous invite vraiment à l'acheter. Depuis quelques années, le neuromarketing s'érige en nouveau Graal manipulatoire. Son credo, aller chercher les failles les plus intimes de notre cerveau pour asservir à notre insu nos comportements, nos désirs, nos peurs, nos pulsions, nos représentations, nos décisions. Dans un ouvrage récent, 2 spécialistes du sujet résument ainsi l'approche. Je vous relis guillemets. Visez le petit. Préparez votre cible. Marquez-la au front le plus tôt possible. Seul l'enfant apprend bien. Les cigarettiers et les limonadiers savent que plus tôt l'enfant goûtera, plus il sera accro. Les neurosciences ont appris aux entreprises les âges idéaux auxquels un apprentissage donné se fait le plus facilement. Pouvons-nous accepter qu'un, entre guillemets, 3e parent cathodique pénètre subrepticement l'intimité psychique de nos enfants afin de susciter chez eux des comportements de dépendance ou d'achat aux effets sanitaires dévastateurs? Alors dévastateurs en quoi? Ça, on va le voir plus tard. Alors je continue dans un sous-chapitre de l'intro qui s'appelle la face cachée de l'iceberg. Il en va de la télévision comme des icebergs. Le fragment émergé est rarement le plus funeste et le plus décisif. En ce domaine aussi, l'essentiel est invisible pour les yeux. Citation du Petit Prince. Le problème, malheureusement, c'est que cet invisible se révèle dans les faits bien difficiles à explorer, et ce en raison d'une double limitation. Premièrement, presque tout le monde regarde la télévision. Or, l'impact estimé d'un facteur de risque tend mécaniquement vers la sous-estimation lorsque ce facteur est uniformément réparti dans la population de référence, c'est-à-dire lorsque tous les sujets sont touchés et que l'on ne peut comparer que des variations dans le niveau d'exposition. Deuxièmement, un mécanisme causal ne peut être identifié directement par simple observation phénoménologique lorsqu'il agit sur une base asynchrone. Un bref exemple devrait nous en convaincre. Imaginons que votre klaxon retentisse instantanément chaque fois que vous introduisez une clé dans la serrure de votre voiture. Il ne vous faudra pas longtemps pour associer ces 2 éléments. Imaginons maintenant qu'un biais de transmission introduise une latence pouvant aller d'une poignée de millisecondes à quelques heures ou même plusieurs années entre la sonnerie et le déverrouillage de la porte. Il deviendra alors très difficile d'identifier la source du problème. Nombre d'études ont dénoncé l'impact négatif de la télévision sur l'attention, les facultés d'apprentissage et la réussite scolaire à long terme. Concernant ce dernier domaine, il fut montré par exemple que, entre guillemets, le temps moyen passé à regarder la télévision durant l'enfance et l'adolescence
était significativement associé au fait de quitter l'école sans qualification et négativement associé au fait d'atteindre un niveau universitaire. Il a été aussi montré, après prise en compte d'une large liste de covariables potentielles, que la probabilité de contracter la maladie d'Alzheimer augmentait d'un solide 30% pour chaque heure de télévision consommée entre 40 et 60 ans. Pour comprendre ce dernier résultat, il faut noter que la maladie d'Alzheimer a d'autant moins de chances de se déclarer que nos fonctions cognitives sont activement sollicitées. On peut dire que c'est loin d'être le cas quand on regarde la télévision, justement. Au paragraphe suivant, ce qui est vrai pour la vieillesse l'est aussi pour l'enfance. Considérons mon ami Gilles à titre d'illustration. Comme Sophie, ce père divorcé me prend pour un dangereux maniaque. Son argument favori, entre guillemets, mon fils regarde la télévision depuis son plus jeune âge, et il n'est pas taré pour autant, bien au contraire. Alors ça, c'est un argument qui sera forcément récurrent quand vous allez en parler aux gens. Ils ont tout simplement une courte vue, pour bien avoir conscience des effets, comme on en a déjà parlé, et surtout, ils n'ont pas de comparatif. Ils savent pas ce que serait leur gosse s'il n'avait pas passé sa vie depuis le plus jeune âge à regarder la télévision. S'il le savait, peut-être qu'il dirait autre chose. Pourtant, je continue, point n'est besoin de pousser Gilles très loin dans ses retranchements pour apprendre que son ado génial présente d'importants problèmes de discipline scolaire, une agressivité mal contenue, une incapacité chronique à se concentrer plus que quelques minutes sur un sujet donné, une dépendance alarmante aux marques, une tendance à l'obésité et une attirance inquiétante pour les produits alcoolisés. En effet, les recherches scientifiques les plus récentes ont largement confirmé les répercussions de la consommation cathodique sur l'obésité, le développement des troubles attentionnels, l'éclosion de comportements agressifs, l'émergence de valeurs sociales consuméristes et l'apparition de conduites sanitaires à risque, c'est-à-dire, entre parenthèses, tabac, alcool, sexualité non protégée, drogue, etc. Alors ici, on a un petit paragraphe pour parler de la manière en fait dont la télévision vient entre guillemets sauver les parents en leur permettant de détourner l'intention de leur gosse assez facilement pour qu'ils leur foutent la paix, quoi. Et il explique que le problème, c'est que toutes ces interactions que l'enfant réclame sont nécessaires pour son développement, et justement elles sont neutralisées à chaque fois que les enfants les envoient face au poste pour qu'ils se calment, quoi. Alors que tout le monde semble se préoccuper des contenus, personne ne paraît s'inquiéter de la nature du média. Or, en parquant nos gamins devant le poste, nous les exposons non seulement à des programmes plus ou moins adaptés, mais nous les privons aussi d'un grand nombre d'expériences cardinales. Dès lors, une crainte pourrait renvoyer non à ce qu'induit la télé, mais à ce qu'elle entrave et prohibe par le fait de sa présence. Et ensuite, on a encore un petit sous-chapitre qui s'appelle « Vivre sans télé ». Et donc il raconte que lui et son épouse ont décidé de réduire la consommation télévisuelle. Il raconte que l'interrupteur était trop tentant, trop usuel, trop pratique pour permettre un sevrage indolore. Toutes les rationalisations étaient bonnes pour éteindre les enfants en les scotchant devant le poste. Éteindre les enfants. Souvent le soir, je m'affalais dans le canapé comme une bouse apathique, en maudisant la frénésie d'une existence qui ne me laissait plus le temps de rien faire. À l'évidence, je n'avais pas pleinement intégré le sens de la phrase, et c'est là que ce passage devient très intéressant. Un spectateur typique, entre guillemets, de plus de 15 ans, passe chaque jour 3h40 devant son poste de télévision. Songez un peu. 3h40 par jour. Cela fait en gros 20 à 25% de notre temps de veille. Et 75% de notre temps libre. Cela fait aussi 1338 heures par an. Soit 56 jours. Presque 2 mois. Si vous vivez 81 ans, comme vous êtes statistiquement en droit de l'espérer, vous aurez cédé au terme du chemin 11 ans de votre vie à la télévision. Bien sûr, on peut considérer que dormir est indispensable et proposer de compter l'usage cathodique en temps éveillé, soit sur une base de 16h30 par jour. On arrive alors à 16 années tout juste. 16 années d'une précieuse existence, on n'en a qu'une seule, je le rappelle, abandonnée à TF1 et compagnie. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire en 16 ans de vie? Si je vous dis je vous donne 16 ans de plus, vous n'allez pas me dire je vais les passer à regarder la télévision, forcément. Mais voilà, quand on est pris dans le quotidien, on n'y pense pas, mais c'est bien d'avoir ce genre de rappel de temps en temps. Et l'auteur nous dit après bien des difficultés, nous avons finalement réussi, mon épouse et moi-même, à réduire la consommation cathodique familiale. Contre toute attente, la pénurie d'images n'a été aucune crise. Au contraire, et ça c'est important, plus le sevrage gagnait en intensité, et moins il devenait pénible. Et c'est pour ça que j'invite n'importe qui à faire le test, histoire de prendre un petit peu de recul par rapport à la chose. Essayez de vous lancer le défi, simplement,
de ne plus regarder la télévision pendant, on va dire, je sais pas, 3 semaines ou 4 semaines. Et vous voyez ce qui se passe. Alors il nous dit ensuite, alors que je descendais le poste vers la cave, la célèbre sentence des Guignols de l'info me revint en mémoire. Vous pouvez maintenant éteindre la télévision et reprendre une activité normale. C'est peu de le dire. 12 mois d'abstinence ont réellement transfiguré nos vies. Alors je résume, je paraphrase un peu, mais en gros il raconte qu'il n'y a plus de conflit par rapport à la télécommande, il y a des meilleurs échanges dans la famille, dans la maison, ses filles sont plus calmes, la télévision ne leur manque pas du tout, l'aîné a moins d'exigences consuméristes comme il dit, ses résultats scolaires se sont améliorés substantiellement et ça vous verrez dans la suite pourquoi. Sa vie sociale s'est densifiée, à la place de s'avachir devant l'écran, elle lit, elle peint, elle dessine, elle fait ses devoirs, la petite joue avec ses figurines en plastique, etc. Ou alors elle prend le temps de rien faire, et il dit ce temps libre lui a d'ailleurs permis d'accéder à une étrange expérience dont la télévision l'avait jusque-là privée, c'est de l'ennui. Cette expérience n'est en rien anodine, au sens où elle fonde le désir, la créativité et la pensée prospective. Alors ensuite on passe au chapitre numéro 1, qui s'appelle la télé en tout lieu et en toute heure. Donc le premier sous-chapitre s'appelle la télé, maîtresse du temps et de l'espace. L'écran est devenu un médium universel à travers le monde. Point très important, que ce soit dans les favelas, une île du Pacifique Sud ou un gratte-ciel d'Asie, la télévision est omniprésente. Elle est devenue un facteur majeur de socialisation et domine la vie des enfants dans les zones urbaines et rurales et électrifiées à travers le monde. Alors ici un petit paragraphe très intéressant, ainsi dans l'écrasante majorité des foyers, le salon est dessiné non pour stimuler les échanges interpersonnels, mais pour faciliter l'accès au poste. De la même manière, le planning familial, repas, heure du coucher, moment des devoirs, etc., est principalement ponctué non par les rythmes physiologiques, mais par le temps télévisuel. Hein. D'où le sous-titre, la télé, maîtresse du temps et de l'espace. C'est vraiment le dieu du foyer, la télévision. C'est notre dieu. Il faut dire ce qui est. Alors un petit peu de chiffres. Ainsi aux États-Unis, pays pour lequel nous disposons des chiffres publics les plus précis, 79% des foyers possèdent au moins 3 postes, et plus de 70% des enfants de 8 ans et plus ont une télévision dans leur chambre à coucher. On est à 43% pour les 4-6 ans, 29% pour les 2-3 ans, et 19% pour les 0-1 an. Hein, bon, il y en a quand même pour les 2-3 ans, c'est quand même pas mal. Comme le souligne un rapport récent de l'INSERM, Institut National de la Santé et Recherche Médicale, l'Hexagone n'atteint pas encore ses sommets, mais il s'en rapproche. Une étude menée en 2008 auprès d'élèves français de 6 à 13 ans, en difficulté scolaire, a établi un taux de pénétration majoré assez proche de celui des adultes, c'est-à-dire 53%. Ce chiffre recoupe d'autres données, montrant qu'un enfant a significativement plus de chances de posséder une télévision dans sa chambre s'il est issu d'un milieu modeste et ou peu éduqué. Alors ensuite, je cite un passage où il explique la raison de la présence de la télévision dans les chambres. En effet, quand les parents choisissent de placer une télévision dans la chambre d'un enfant, c'est le plus souvent, selon leur dire, pour se débarrasser d'une présence encombrante et pénible. Comme me l'a avoué Nathalie avec une profonde dose de découragement, j'ouvre les guillemets, je suis fatigué, je n'y arrive plus entre les jumeaux, de 3 ans, le boulot, la maison, mon divorce, là au moins ils restent dans leur chambre, je ne les vois pas, je suis un peu tranquille. Fermez les guillemets. Un aveu conforme à plusieurs études quantitatives, montrant que plus une mère est déprimée et plus ses enfants sont exposés à des volumes télévisuels importants, notamment avant 3 ou 4 ans. Alors, on a maintenant un sous-chapitre qui s'appelle les émissions enfantines au programme tout public. Je vais commencer par ça. Heureusement, il subsiste en pratique une approche bien plus sûre que la ruse pour éviter les caprices de nos enfants lorsque c'est un poste. Il convient simplement, pour s'en sortir à faible compte, de juguler l'accoutumance précoce. L'accoutumance, on va en parler assez souvent. Une étude récente a ainsi montré que des réactions adverses surgissent effectivement vers 6 ans en réponse aux déconnexions intransigeantes. Ces réactions s'avèrent cependant très hétérogènes, plus les enfants ont été exposés à un régime audiovisuel lourd avant 4 ans, et plus ils ont de chances de s'opposer avec véhémence à l'abrogation du flux cathodique lors de leur rentrée au cours préparatoire. Or, il est frappant de constater que l'utilisation du petit écran résulte à l'origine, non d'une revendication spontanée de l'enfant, c'est pas naturel pour lui, mais plutôt d'une lourde pression parentale. En d'autres termes, ce ne sont pas les enfants qui naturellement vont au poste, ce sont les adultes qui insistent et mettent tout en œuvre pour que se produise la rencontre. Un sondage Sofres souligne ainsi que seuls 15% des jeunes enfants réclament régulièrement la télévision.
61% ne la sollicitent jamais. Les 25% restants se répartissent en demandeurs rares, 10%, ou occasionnels, 15%. On passe à un sous-chapitre qui s'appelle « Réécrire le réel ». Arrêtons-nous sur le cas de ces malheureux adultes obligés de céder au mandement audiovisuel pour ne pas faire de leurs infortunés rejetons de véritables parias sociaux. Une nécessité parfaitement résumée par le magazine Parents sur son site internet. J'ouvre les guillemets. On peut être anti-télé, mais il faut savoir qu'elle reste un facteur de socialisation. À l'école, de quoi les enfants parlent-ils? De Franklin, Dora, Bob le bricoleur, les Wings, etc. Celui qui ne connaît pas ces héros, dont les enfants ont besoin pour s'identifier, ils en ont besoin bien sûr, risque de se sentir exclu de son groupe de copains. Fermez les guillemets. Et voilà comment l'auteur répond, que l'on me pardonne mon emportement, mais franchement quelle connerie. Non seulement aucune donnée ne vient soutenir ce genre d'affirmation joliment péremptoire, mais tous les éléments disponibles tendent clairement à infirmer la pertinence du propos. Tout d'abord, comme nous le verrons en détail au sein du chapitre 3, l'enfant s'identifie bien plus facilement à un personnage, entre guillemets, imaginaire, issu des mots d'un livre ou d'une histoire contée, qu'à un sujet incarné dont les traits sont irrémédiablement définis. Ensuite, tous les gosses connaissent Dora et ses semblables. Ceux qui n'ont pas la télé ont fréquemment vu un DVD quelque part, et puis comme les épisodes se ressemblent tous, il rajoute entre parenthèses. Valentine possède d'ailleurs à ce sujet, comme tous les gosses qui n'ont pas la télé, j'ai sauté un petit passage, une remarquable botte secrète que l'on pourrait résumer comme suit, entre guillemets, c'est quoi Dora? Ses copines sont ravies de le lui expliquer, et je n'ai pas l'impression que les échanges que je peux alors observer soient plus pauvres que ceux qu'entretiendraient les deux fillettes qui verraient régulièrement ce programme à la télé. Au contraire. À ce titre, nombre d'observations casuelles soulignent l'excellente intégration sociale des enfants élevés loin de la télévision. Selon plusieurs études concordantes, ces derniers se révèlent d'ailleurs plus satisfaits de leur vie, et plus heureux que leurs confrères téléphages. Cela n'est pas vraiment surprenant, car en évitant la télé, ces gamins évitent aussi en grande partie cette culture jeune si aliénante par ses dictats vestimentaires, ses injonctions morphologiques, ses impératifs consuméristes et son triste sabir. Alors ensuite, je vous partage un petit passage où l'auteur parle de la manière dont les gens se mentent à eux-mêmes quant à leur consommation télévisuelle. En d'autres termes, les adultes considèrent que leurs gosses regardent la télé, mais assez peu, et de toute façon moins que les autres. Par vanité, naïveté ou aveuglement, nous aimons à nous exclure du troupeau téléphage. Ce garde-fou psychodéfensif nous est fonctionnellement nécessaire. Sans lui, comment pourrions-nous laisser nos enfants regarder le poste avec autant d'assiduité? Comment pourrions-nous nous-mêmes abandonner autant de temps à l'écran? À un autre niveau, je cite, une écrasante majorité de Français dit préférer les émissions documentaires et culturelles aux programmes de télé-réalité. Alors, il a encore mis le doigt sur une autre hypocrisie. Cette tendance est tellement massive que les téléphages hexagonaux placent régulièrement Arte loin devant TF1 au jeu des indices de satisfaction. Pourtant, en termes de part d'audience, la méphitique première chaîne pulvérise systématiquement son élitiste petite sœur, sans la moindre ambiguïté. 26,1% versus 1,7% en 2009. Alors ensuite, on a un sous-chapitre qui s'appelle « L'inaccessible mythe de la qualité ». Donc je vais essayer de vous résumer un peu le début, mais déjà je pense qu'il y a une petite phrase qui résume quand même déjà pas mal le concept. Espérer qu'un programme exceptionnel fera une différence, c'est comme espérer que vous pourrez manger des frites et des plats en sauce toute la semaine, et ensuite diminuer votre taux de cholestérol avec une simple fleur de brocoli le dimanche soir. Alors il présente une petite expérience assez amusante sur la qualité des programmes à la télévision. Une expérience conduite par Alain Bentolila et son équipe confirme ce point jusqu'à la caricature, en démontrant l'effarante prévisibilité des fictions audiovisuelles. Une classe de CM1 se vit présenter le premier volet d'une série TV déployée sur 8 épisodes. Lorsque l'on demanda aux élèves d'imaginer l'ensemble de l'intrigue, sur la base de ce seul premier volet, ils furent 80% à prédire plus de 70% des événements qui allaient survenir. Même une classe de CM1 est foutue de deviner tout ce qui va se passer sur le reste d'une série en regardant le premier épisode, quoi. Des différences survinrent cependant lorsqu'une recherche similaire fut menée à partir de 8 sections d'un livre de jeunesse. C'est plus le même univers. La moyenne de prédiction réalisée à partir de la lecture du premier volet se révéla inférieure à 30% pour 85% des élèves. Voilà qui en dit long sur la nature des fictions audiovisuelles formatées pour être comprises avant même d'avoir été vues. Une sorte de degré zéro de l'intelligibilité qui concerne bien sûr aussi les superproductions hollywoodiennes, la télé-réalité, les émissions de divertissement, les jeux, les matchs de foot ou de tennis. Bon, alors les matchs de foot, oui, c'est sûr, on sait qu'à la fin il y a une équipe qui gagne, mais bon, répétons-le, sans pauvreté langagière, sans conformisme narratif, sans stéréotypie des personnages, il serait totalement impossible d'agréger chaque soir, et là on vient à la clé du sujet, plusieurs millions de personnes profondément dissemblables face à un programme unique.
Alors il y a une petite partie aussi que je cite ici, mais je vous rappelle que je passe énormément de pages, énormément d'informations. Hein. Il parle de la manière dont la télévision utilise des petits trucs et astuces pour que le spectateur reste scotché à l'écran quoi qu'il arrive. Le mouvement réveille l'intérêt aussi sûrement que la pluie revigore l'escargot. En accord avec cette idée, il est désormais largement admis que les modifications rapides de notre univers audiovisuel contribuent littéralement à scotcher le cerveau à l'écran, via une sollicitation persistante du réflexe physiologique d'orientation. Une sorte de réflexe de changement, parfois nommé réflexe du qu'est-ce que c'est. Confrontée au flot incessant des émergences, l'attention se trouve accaparée. Elle devient alors une véritable laisse invisible, par lequel le poste nous garde sous son contrôle, loin du zapping, de la vraie vie et des bras de Morphée. Il dit pour conclure, ainsi en un demi-siècle, la télévision s'est imposée dans la quasi-totalité de nos foyers, elle a colonisé notre espace domestique et pris possession de nos plannings. Les écoliers passent plus de temps face à l'écran qu'avec n'importe quel adulte, instituteur compris. De façon surprenante, ce ne sont pas les enfants qui originellement réclament le poste, et c'est ça qui est triste, ce sont bien les parents qui prescrivent son usage et ancrent l'habitude. Et je rappelle le concept d'accoutumance qu'on verra peut-être dans les citations qui viennent, mais c'est vraiment une accoutumance, tout est une question d'accoutumance. Comme j'avais cité là, au tout début, de je ne sais plus qui, préparer la cible, viser le petit. Hein, plus c'est tôt, plus ils seront accros. On rentre ensuite dans le chapitre 2 qui s'appelle « La télé étouffe l'intelligence ». Alors, histoire d'introduire le sujet, je vais parler d'un passage qui traite de la baisse du niveau scolaire. Cela étant dit, le problème est évidemment identifiable bien avant l'accès au monde universitaire, comme l'indique une étude récente réalisée sur des élèves de seconde par le collectif Sauver les lettres. Dans cette étude, 1348 élèves furent soumis aux épreuves de français du brevet des collèges 1976. Entre guillemets, parenthèse, une dictée d'une douzaine de lignes, de difficulté moyenne, suivie de questions de vocabulaire et de grammaire. 86% des candidats n'obtinrent pas la moyenne à la dictée. 86%. Près de 60% eurent simplement 0. Dans la phrase, entre guillemets, la phrase dont on va parler, les machines, les marteaux, les outils, les moteurs de la chaîne, les scies mêlaient leurs bruits infernaux et ce vacarme insupportable me sembla inhumain. Fin de la phrase. 60% des élèves se révélèrent ignorants du mot chaîne. 41% ne surent définir l'adjectif infernaux. 33% échouèrent sur vacarme. Conclusion des auteurs de l'étude, le résultat est là catastrophique. Tous ces élèves qui ne connaissent ni ne respectent les règles d'accord et de conjugaison se montrent incapables d'accorder ce qui précède avec ce qui suit, témoignant ainsi d'une véritable infirmité logique. Parce que c'est ça la conséquence qui est très grave. Quelle appréhension, quelle compréhension du monde peut avoir un être qui isole chaque perception sans la mettre en relation dans un processus consécutif avec ce qui précède et ce qui suit? Un point largement discuté dès le XVIIIe siècle par l'abbé Étienne de Condillac, écrivant avec force au sein de son célèbre cours d'études pour l'instruction du prince de Parme, je cite, « Je regarde la grammaire comme la première partie de l'art de penser ». On peut noter ici que l'orientation baissière de la compétence langagière et mathématique des jeunes générations n'est pas spécifique à la France. Elle touche aussi d'autres pays, porteurs de systèmes scolaires fort différents du nôtre. Les États-Unis en sont l'exemple le mieux documenté. Dès lors, avant de chanter les louanges de la nouvelle novlangue mondiale, peut-être devrions-nous relire 1984 et remonter aux sources du concept. Selon les termes mêmes de son fondateur, George Orwell, je cite, « En dehors du désir de supprimer les mots dont le sens n'était pas orthodoxe, l'appauvrissement du vocabulaire était considéré comme une fin en soi, et on ne laissait subsister aucun mot dont on pouvait se passer. La novlangue était destinée non à étendre, mais à diminuer le domaine de la pensée, et la réduction au minimum des choix des mots aidait indirectement à atteindre ce but. » Fin de citation. À échéance de ce processus de paupérisation lexicale, ne devait subsister qu'un peuple de veaux asservis, un troupeau de crétins amorphes, perméables à toutes les manipulations, et incapables d'émettre la moindre pensée critique. Ça, les amis, c'est la conséquence de la destruction du langage. Donc lisez, parce que c'est comme ça qu'on le renforce. Huxley nous l'avait dit, lorsque les mots se seront vidés de leur substance, il cite, la plupart des hommes et des femmes en arriveront à aimer leur servitude sans jamais songer à la révolution.
En ce sens, préserver la richesse de la langue, c'est défendre notre humanité et notre capacité à réfléchir le monde qui nous entoure. La langue, la maîtrise de la langue, c'est un moyen de défense. C'est extrêmement important pour nous. Ici, on a un petit schéma qui cherche justement à prouver la corrélation entre pénétration de la télévision et résultats scolaires. Ici, en l'occurrence, on parle du SAT, un test standardisé, voilà comme il dit, de compétences langagières, qui est passé aux États-Unis. Hein. C'est de l'anglais, c'est pour les Américains. Vous voyez qu'ici, il y a la courbe de pénétration de la télévision. J'espère que vous pourrez le voir. Ici, il y a les résultats du SAT. Et avec un petit décalage, les courbes se rejoignent. Avec un petit décalage qui est de 1950 à 1970 à peu près, c'est-à-dire le temps d'une génération. Le temps qu'ils aient grandi pour passer le test, en fait, vous voyez. Alors ensuite, on commence à parler d'une étude, d'une expérience qui est très intéressante et qui sera récurrente dans le livre, parce qu'elle a permis de tester plusieurs choses différentes. Alors c'est une ville canadienne qui s'appelle Notel, pour No Television, pas de télévision. C'est une ville située au fond d'une vallée qui ne pouvait recevoir la télévision. 13 chercheurs apprirent que l'implantation d'une antenne relais allait être envisagée sous 12 mois. Donc ils en ont profité pour justement essayer de faire des études comparatives pour enfin avoir des résultats, parce qu'enfin ils avaient trouvé un village paumé où personne n'avait la télévision, et comparer ce que ça faisait avant et après la télévision. Afin d'assurer une portée optimale aux données recueillies, le travail fut étendu à 2 villes témoins, dont les caractéristiques sociologiques et démographiques étaient les mêmes que celles de Notel. Alors, il y a Unitel, c'est celle qui ne capte qu'une seule chaîne, et il y a, où est-ce que c'est écrit, Multitel qui en recevait 4. Alors, quels sont les résultats? Les résultats initiaux, avant télévision, montrèrent qu'à l'arrivée en CE1, après une année d'apprentissage de lecture, les enfants de Notel surpassaient significativement leurs compères de Multitel et Unitel. Cette différence était toujours présente 2 ans après, lors de l'entrée en CM1. Les enfants de Multitel et Unitel présentaient alors des performances moyennes légèrement inférieures à celles qui avaient été enregistrées au CE1 par les enfants de Notel. Donc gros décalage. De façon intéressante, lorsqu'une nouvelle cohorte d'écoliers de CE1 fut testée en phase après-télé, les 3 villes affichèrent des résultats parfaitement équivalents. Il avait suffi de 2 ans pour que Notel perde son avantage originel. On passe au sous-chapitre qui s'appelle Effort, intelligence, lecture, langage, attention, imagination, ça fait beaucoup de choses. Tous sont frappés. Alors après, il mentionne une amie institutrice, et voilà ce qu'elle nous dit. Alors notre enseignante dissocie désormais devoirs obligatoires, pas plus de 8 à 10 minutes par jour, et exercices facultatifs, ce qui ferait de 15 à 20 minutes. Avant, aime-t-elle à expliquer, je ne distinguais jamais, je donnais les devoirs et basta. Mais maintenant, les parents se plaignent de plus en plus agressivement. Ils me disent que c'est trop, que les enfants n'ont pas le temps de faire leurs devoirs, que la charge de travail est trop lourde, et que les textes officiels interdisent de toute façon les devoirs. C'est leur grand truc, ça, les textes officiels. Alors depuis 3 ans, je donne une bricole pour la forme et le reste sous la notation facultatif. Seuls 4 à 5 élèves, ou 5 élèves, font tout de manière régulière. Après, je vous laisse deviner s'ils ont une télé ou pas. Hein. Les autres n'ont pas eu le temps, entre guillemets. Ce qui ne les empêche pas de passer la récréation à parler de toutes les émissions débiles qu'ils ont ingurgitées la veille à la télé. C'est vraiment un désastre. L'an passé, une collègue a essayé de remplacer une partie des devoirs par une dizaine de minutes de lecture. Ça ne demande même pas d'effort, hein, elle leur demande juste de lire un texte en fait. Elle donnait 2 soirs par semaine un petit texte ludique aux enfants. De retour en classe, ceux-ci ne l'avaient évidemment pas lu. Ils étaient par contre incollables sur les ultimes rebondissements de Secret Story et le dernier épisode, des experts que tous les enfants écoliers adorent évidemment, sans doute. Alors ensuite, pour passer à quelque chose de plus concret, au-delà de ces évidences statistiques, l'action délétère de la télévision sur la lecture a été largement validée par la recherche académique. Celle-ci a permis de montrer que si on connecte une ville au poste, l'ensemble de la population voit son temps de lecture s'effondrer dans des proportions considérables, frisant souvent les 50%. Toutefois, si des mesures coercitives sont prises pour limiter la consommation audiovisuelle des enfants, le temps consacré à la lecture remonte prestement. Ce résultat se retrouve pleinement dans plusieurs études récentes, montrant que plus un enfant regarde la télévision et moins il lit. C'est intéressant parce que ça nous montre une polarité entre télévision et temps de lecture.
Donc à choisir l'un ou l'autre, je vous laisse deviner lequel est le plus bénéfique quand même. Alors là, il parle des effets de la télévision à un niveau plus cognitif chez les enfants. Je cite, « Cette conclusion est compatible avec un solide corpus expérimental montrant que le petit écran accroît l'impulsivité comportementale et cognitive des enfants, tout en diminuant leur propension à la persévérance, leur appétence pour les tâches intellectuellement exigeantes et leur capacité de concentration. Ce dernier point a été particulièrement bien étudié. Il fut alors montré par exemple que les élèves les plus téléphages étaient invariablement identifiés comme les plus impulsifs et inattentifs par le corps enseignant. De la même manière, il fut établi qu'une consommation cathodique précoce altérait profondément le développement des fonctions attentionnelles. » Alors après, il dit vite fait qu'il y a une étude sur des programmes en distinguant les programmes récréatifs faiblement violents contre les fortement violents, et il dit « Les résultats montrèrent que chaque heure de programme non violent avalé quotidiennement avant 3 ans augmentait de près de 75% la probabilité d'occurrence de troubles attentionnels à 8 ans. Des sujets de 1 à 3 ans étaient placés dans une pièce avec des jouets et une télévision. Celle-ci pouvait être soit éteinte, soit allumée. Dans ce dernier cas, un programme de divertissement tout public était présenté. Les résultats montrèrent que le poste perturbait sérieusement l'activité spontanée des enfants. Ceux-ci regardaient très peu l'écran, moins de 5% du temps, mais chaque coup d'œil entraînait un abandon de la conduite en cours. Au final, les enfants soumis à une présence audiovisuelle d'arrière-plan changeaient de jouets plus fréquemment, présentaient des schèmes ludiques moins riches, affichaient des plages de jeux raccourcies et se révélaient moins concentrés durant ces plages. De façon intéressante, nombre de travaux ont montré que ce genre d'altération prédisait une évolution peu favorable du QI à long terme, et se retrouvait couramment chez les enfants souffrant de retard cognitif. Il n'est dès lors pas totalement incongru de suggérer que la présence fréquente d'une télévision d'arrière-plan, parce que c'est très important, il signale bien dans le livre, la télévision, le problème c'est pas seulement quand on la regarde, c'est quand elle reste systématiquement allumée en arrière-plan, elle a aussi un effet. Télévision d'arrière-plan puisse désorganiser le déploiement intellectuel en frelatant certaines activités constitutives de ce déploiement. Plus loin, j'ai relevé, en effet, la télévision constitue du point de vue ontogénétique un temps stérile parfaitement inutile. Elle n'enseigne rien, ne câble rien, et en dernière analyse, ne sollicite aucune des compétences fondamentales que le cerveau en formation doit construire. Cette assertion renvoie indéniablement à une évidence que tous les spécialistes du développement s'accordent à considérer comme acquise. L'encéphale ne s'organise pas en observant le réel, mais en agissant sur lui. Donc voilà, il explique bien dans le chapitre, un enfant, ça se développe, ça acquiert ses connaissances par le réel, par l'interaction réelle. Vous le mettez devant un écran, vous faites partir en fumée ce développement. Il ne se développe pas devant un écran, c'est dans le réel. C'est là que tout se joue pour un enfant. Un enfant n'est pas un adulte, il a sa façon d'apprendre. Alors après ça, je dois vous citer absolument une dernière petite expérience pour conclure le chapitre, qui a été réalisée en Allemagne. On prend 2000 élèves de 5 à 6 ans, et ils sont soumis à l'épreuve du bonhomme. Ils doivent dessiner des personnages, des humains. Cette version requérait simplement des participants qui dessinent un bonhomme. Le résultat obtenu est alors coté sur 13, à partir d'éléments physiques objectivement quantifiables, c'est-à-dire présence de cheveux, 1 point, oreille exprimée sous forme de point, demi-cercle ou cercle, ça fait 1 point, jambes représentées par un contour plutôt qu'un trait, ça fait 1 point, etc., etc. Les analyses montrèrent que la richesse du dessin chutait progressivement en fonction de l'exposition audiovisuelle. Les petits utilisateurs, 30 minutes ou moins, culminaient à 10 points, pendant que les gros consommateurs, 3 heures et plus, plafonnaient à 6. Enfin bref, les chiffres, on s'en fout. Moi, ce que je veux vous montrer absolument, c'est le dessin à la fin. Regardez bien. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Moins de 60 minutes de télé par jour. Ok. Plus de 180 minutes. Le chapitre 3, lui, nous parle de l'influence de la télévision sur notre santé. Il s'appelle la télé menace la santé. Pour introduction, je vous cite rapidement quelques chiffres dans un passage donné. Un ample échantillon regroupant près de 9000 adultes de 25 ans et plus furent étudiés. Il apparut que le risque de décès augmentait de près de 10% pour chaque heure de télévision consommée quotidiennement. Les chances, entre parenthèses si je puis dire, de mourir d'une maladie cardiovasculaire grimpaient de presque 15%. Et on nous dit plus tard
En d'autres termes, un individu qui fixe la mire 4 heures par jour, ce qui est beaucoup, hein, multiplie par presque 2 ses chances de mourir d'une maladie cardiovasculaire, en comparaison d'un congénère dont l'exposition reste inférieure à 2 heures quotidiennes. Alors le premier sous-chapitre s'appelle « Mangez plus, bougez moins ». Exactement ce qu'on vous dit, l'inverse de ce qu'on vous dit de faire dans les publicités, évidemment. Alors on a tout un tas de pages pour nous expliquer que forcément vous regardez plus vous regardez la télé, plus vous avez de chances d'être obèse. Mais après, c'est plus intéressant quand on en vient aux raisons. Indépendamment des facteurs précédents, il s'avère aussi que la télévision nous incite à manger, même lorsque nous n'avons pas faim. Comme j'aurai l'occasion de le montrer plus en détail dans le dernier chapitre, le cerveau est un organe à la fois fabuleusement intelligent et désespérément idiot. Il fait toutes sortes de choses de manière parfaitement machinale et automatique, sans informer la conscience des actions entreprises. Par exemple, quand il croise une personne âgée ou des mots tels que vieux et grand-père, il diminue automatiquement la vitesse de déplacement. Si vous avez appris un truc, moi aussi. De la même manière, lorsqu'il est confronté à des stimuli alimentaires plaisants, il envoie des signaux d'appétence. Ce dernier processus rend compte de la capacité des publicités audiovisuelles à déclencher chez le spectateur d'abord un désir artificiel de manger, et ensuite un comportement effectif de consommation. Dans une expérience récente, des enfants de 7 à 11 ans furent exposés pendant un dessin animé de 14 minutes à 2 coupures publicitaires portant sur des produits neutres, jeux ou disques, ou alimentaires, céréales, chips et gâteaux. Les participants étaient informés qu'ils pouvaient, pendant le visionnage, s'ils le désiraient, grignoter des biscuits apéritifs posés près d'eux. Les enfants ayant vu des publicités alimentaires mangèrent presque 50% de plus que leurs camarades contrôle. La même tendance fut observée chez les sujets adultes. Ensuite, on va parler d'un autre sujet assez intéressant qui est le marketing, la publicité et ses effets. Et là, il y a un petit passage où il nous parle vite fait vous savez, des crises des enfants pour acheter certains produits en magasin. Ces auteurs ont travaillé sur un protocole assez simple consistant à superviser une séance de course au supermarché, alors que les mères étaient accompagnées de leurs enfants, de 3 à 11 ans. En une demi-heure, ces derniers émirent une moyenne de 15 requêtes, pour un taux de succès frisant les 50%. Le nombre de sollicitations se révéla fortement corrélé au nombre d'heures passées devant la télévision. Sans surprise, les produits demandés étaient ceux qui faisaient l'objet du matraquage publicitaire le plus intense. Céréales, bonbons, boissons sucrées, glaces et yogourts. Comment la télé fait des bonnes petites machines à consommer, du poison en plus. Alors, très intéressant la manière dont les marques court-circuitent jusqu'à nos sens. Cela a été très bien montré pour les grandes marques alimentaires telles que McDonald's ou Coca-Cola. Dans ce cas, le matraquage publicitaire s'avère tellement intense qu'il biaise jusqu'aux perceptions sensorielles les plus primitives des spectateurs. Par exemple, Thomas Robinson et ses collègues ont demandé à des jeunes enfants de 3 à 8 ans de comparer le goût d'aliments divers présentés par paire. Pour chacune de ces paires, le même produit était utilisé, mais emballé dans un papier neutre ou McDonald's. Les résultats montrèrent de nettes différences. 59% des enfants déclarèrent préférer les nuggets McDonald's contre 18% qui se déclaraient favorables aux nuggets anonymes. C'est même écrit que pour les carottes, ils ont essayé. Les carottes McDonald's plaisent plus à 50% contre 23%. De manière intéressante, l'effet observé s'avéra d'autant plus important que le nombre de télévisions présentes dans le foyer de l'enfant était grand. Et il nous dit plus tard comment la présence d'un simple logo sur un emballage peut-elle transformer à ce point le goût du consommateur. La réponse est ma foi aussi simple que désespérante. À force de réitération, le logo ne se contente plus de marquer le paquet. Il finit par étamper aussi le fonctionnement de nos neurones. Ainsi, la préférence gustative affirmée par les sujets lorsque la marque Coca-Cola était visible ne dépendait pas d'informations sensorielles pures, mais d'une combinaison de facteurs liés à la mémoire de la marque et à l'activation des sentiments positifs associés à cette mémoire. La publicité avait littéralement inscrit la marque dans les neurones du sujet. Donc il faut savoir un truc, c'est que une publicité, c'est pas fait pour agir à un niveau conscient. C'est normal que vous ayez l'impression qu'elle n'a aucun effet ou qu'elle est conne quand vous la regardez. Là, vous êtes en train de raisonner à un niveau conscient. Mais une publicité, c'est fait pour fonctionner, pour passer sous le radar. Vous n'êtes pas censé savoir c'est quoi ces effets. Ensuite, on a un sous-chapitre « Boire plus et plus tôt ». Il s'avère aussi que les usages précoces favorisent lourdement l'émergence de dépendances tardives. Encore une fois, plus c'est tôt, plus on est accro. Ainsi, par exemple, un adolescent qui commence à boire avant 15 ans
a au sens clinique du terme 4 fois plus de chances de devenir alcoolique à l'âge adulte qu'un individu dont la consommation démarre au-delà de 20 ans. Alors, première petite expérience, petite étude concrète. Ces chercheurs ont suivi 1786 élèves durant leurs années de 6e et 5e. Les résultats montrèrent, après prise en compte d'une large matrice de covariables, enfin vous connaissez la chanson, que le quart des individus ayant vu le plus de publicité télévisée pour des produits alcooliques en 6e avaient 27% de chances supplémentaires d'avoir commencé à boire en 5e. Pas en 6e, hein, il y a un décalage, en 5e. Par rapport au quart des sujets ayant été les moins exposés. Dans une étude similaire, ce sont 2250 adolescents de 5e qui furent suivis durant une année. Par rapport à la moyenne de la population étudiée, les 15% des sujets qui avaient ingurgité le plus d'écrans commerciaux à 12 ans avaient à échéance de 1 an 44% de risques supplémentaires d'avoir consommé de la bière et 34% de risques supplémentaires d'avoir bu du vin. À l'inverse, les 15% d'élèves les moins exposés voyaient ces mêmes facteurs de risque se positionner respectivement à moins 30% et moins 25%. Toutes les études de contenu montrent que la connivence entre Dame Télé et suréthanol dépasse largement le cadre des communications promotionnelles instituées. Évidemment. L'alcool est omniprésent sur le petit écran à travers notamment les programmes de prime time, les clips musicaux et les productions cinématographiques. Pour ce dernier domaine, par exemple, il a été établi que 80 à 90% des films issus des box-office américains et allemands présentaient des scènes d'alcoolisation. Est-ce que c'est nécessaire ? Cette fourchette est d'autant plus alarmante que, selon lui, Hollywood et ses affidés ont tendance à donner de l'usage alcoolique une image positive. C'est-à-dire que quand un personnage boit, il le fait dans des contextes festifs, en toute impunité, et sans évoquer les influences sanitaires délétères de l'alcool. Alors le sous-chapitre qui suit, on est toujours dans la santé, s'appelle du sexe, du sexe, du sexe et encore du sexe. Un petit credo favori de la télévision. Chapitre qui va surtout parler des influences sur les sexualités à risque en fait, et de la représentation distordue et éloignée de la réalité du sexe dans les programmes qui passent à la télévision. Alors d'abord quelques petits chiffres sur la représentation du sexe à la télévision. Il nous dit publicité, film, télé-réalité, divertissement, série, aucun champ n'échappe au déluge. La dernière étude exhaustive réalisée aux États-Unis en 2005, sous l'égide de la fondation Kaiser, est à ce titre édifiante. 70% des programmes tout public, soi-disant tout public, contiennent des références sexuelles, à hauteur moyenne de 5 incidents par heure. Pour les seules diffusions de prime time, ces valeurs atteignent 77% de pénétration, entre parenthèses si vous voulez me passer la blague, etc. lol, et 6 incidents par heure. De manière frappante, les messages sanitaires de prévention liés à l'usage de méthodes contraceptives et ou aux conséquences négatives possibles de rapports non protégés n'apparaissent que dans une extrême minorité de scènes porteuses de contenu sexuel. On aurait pu espérer bien sûr une mitigation de ces tendances au sein des programmes regroupant de fortes audiences juvéniles. Ce n'est pas le cas. Les chiffres généraux rapportés ci-dessus se révèlent parfaitement représentatifs de ceux assemblés lorsque les émissions favorites des adolescents sont seules considérées. Ensuite, il nous dit le véritable déluge charnel qui frappe nos écrans est d'autant plus ennuyeux qu'il s'accompagne presque unanimement de représentations pour le moins irréalistes de la sexualité et autres rôles de genre. À la télévision, l'acte sexuel est une norme généralisée, praticable sans risque, avec désinvolture, et partagée dans près de la moitié des cas par des individus n'ayant aucune relation établie. Les femmes sont fréquemment représentées comme des objets de désir ou de satisfaction. De tout cela, nous dit Victor Strasberger, au sein d'une excellente revue de la littérature, le spectateur peut tirer plusieurs messages tels que tout le monde couche, les adultes n'utilisent pas de contraceptifs, les adultes ne planifient pas leurs relations sexuelles, les gens mariés se trompent fréquemment les uns les autres, ça rajoute toujours un petit peu de drame dans les fictions, évidemment. Alors un autre passage aussi très intéressant, bien que ce dernier point ne soit pas directement lié aux questions de sexualité, comme il nous dit, évoquons brièvement une étude particulièrement frappante dans laquelle les comportements alimentaires des adolescentes fidjiennes de la province de Nadroga furent comparés juste avant et 3 ans après l'arrivée de la télévision. Encore une fois, on a une bonne comparaison ici, avant-après. L'idée de ce travail séduisit d'autant plus aisément les chercheurs que la communauté de Nadroga privilégiait dans sa condition originelle les types corporels généreux, synonymes d'affluence. L'arrivée du poste changea profondément cette inclination. Par la grâce de notre brave petite lucarne,
75% des jeunes Fidjiennes se découvrirent soudain trop grosses. Entre le début et la fin de l'expérience, le pourcentage d'adolescentes ayant subi un régime passa du néant absolu à 69%. Le nombre de jeunes filles ayant adopté le vomissement comme stratégie de contrôle pondéral grimpa pour sa part de 0 à 11%. Des entretiens qualitatifs poussés confirmèrent le rôle causal joué par la télévision dans ces évolutions. Alors le dernier sous-chapitre nous parle du sommeil. Il s'appelle « Entre Morphée et la Starac, il faut choisir ». Alors ce qu'il nous dit, plus les décennies avancent et moins nous dormons. Enfants, adultes et adolescents, nous sommes tous en dette chronique de sommeil, après avoir vu nos nuits se raccourcir de 90 à 120 minutes sur les 30 à 50 dernières années. Il a été clairement établi par des dizaines d'études rigoureuses qu'un manque chronique de sommeil avait sur notre organisme des effets dévastateurs. Au rang des fléaux les plus couramment observés, on trouve l'obésité, le diabète, l'hypertension, la dépression, les perturbations du développement cérébral, l'émergence de comportements suicidaires, l'affaissement des défenses immunitaires, l'augmentation de certains cancers, par exemple du sein, et j'en passe et des meilleurs, exacerbation de douleurs physiques, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Risque d'accident de travail, usage de psychotropes dont alcool, nicotine, etc. À cette longue liste, il convient aussi d'ajouter une altération sévère du fonctionnement émotionnel et cognitif, ainsi qu'une détérioration des capacités d'apprentissage et de mémorisation. Je vous rappelle à ce qu'on a dit par rapport aux enfants, hein. Alors vraiment le truc le pire du pire à faire, ce serait vraiment de les mettre devant la télévision le soir avant de se coucher. Ce qui produit en bout de chaîne, je continue, une dégradation marquée des performances scolaires. Et alors il nous dit encore une chose qui démontre bien l'inconscience des parents à ce sujet, puisque voilà, on n'est pas du tout éduqué sur les effets de la télévision. En accord avec l'importance de ces facteurs non télévisuels, 90% des parents déclarent, lorsqu'on les interroge, 90%, hein, que le petit écran n'affecte que marginalement les nuits de leur progéniture. 30% assurent qu'il a des vertus dormitives. Et je continue, et 75% rapportent qu'il fait partie intégrante de la routine qui conduit l'enfant dans les bras de Morphée. Alors l'auteur nous dit plus tard, en accord avec cette assertion, plusieurs études récentes ont montré, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, que la durée du sommeil était inversement proportionnelle au temps passé face à l'écran. Je continue plus tard. Premièrement, lorsque la télévision a commencé à se répandre au début des années 50, l'heure du coucher s'est immédiatement décalée de près de 30 minutes, les soirs de semaine, pour les enfants qui vivaient dans un foyer équipé. Deuxièmement, lorsque l'exposition au poste est volontairement réduite, la durée du sommeil grimpe promptement. Ainsi, par exemple, un accroissement de plus de 1 heure de temps de sommeil quotidien fut observé chez des étudiants japonais invités à maintenir leur consommation cathodique en deçà de 30 minutes par jour. Troisièmement, il est clairement établi que l'exposition à des contenus audiovisuels violents, excitants, anxiogènes ou stressants, c'est-à-dire films, séries, sports ou jeux, provoque des réponses physiologiques excitatrices attentatoires au processus d'endormissement. Clairement, lorsqu'un individu est face à l'écran, l'extinction des feux n'est pas calée sur les marqueurs physiologiques du besoin, mais sur la fin du programme visionné. Alors ces effets dont on vient de parler d'endormissement, d'excitation, etc., enfin de manque d'endormissement et d'excitation, évidemment est décuplé chez l'enfant, ça a beaucoup plus d'impact. Et il nous dit ainsi par exemple, après prise en compte d'une large matrice de covariables, il apparaît que des écoliers de 5-6 ans ont 3 fois plus de chances d'exprimer des troubles du sommeil s'ils sont exposés à des contenus destinés aux adultes, mais néanmoins labellisés tout public. Dans bien des cas, alors il parle de journaux télévisés, de séries, de films. De manière un peu inattendue, cet effet est présent dans des amplitudes similaires que l'enfant regarde activement, c'est-à-dire il porte attention à la télé, ou passivement. Il fait autre chose pendant que ses parents regardent la télé. On a enfin le dernier chapitre abordé par ce livre, qui s'appelle « La télé cultive la peur et la violence ». Ça, c'est pareil, ça fait partie des chapitres face auxquels j'étais vraiment assez dubitatif quand j'ai lu le livre pour la première fois. Mais vous allez voir que tout ça n'est vraiment pas dénué de sens. C'est simplement que c'est pas au niveau qu'on pourrait croire. C'est toujours assez subtil, imperceptible, et pourtant c'est bien là, il y a un effet réel. Aucun chercheur respectable ne suggère que la violence médiatique est LA cause des comportements violents. La seule chose qu'osent affirmer les scientifiques, c'est que la télévision représente un facteur de violence significatif, et qu'il serait dommage de ne pas agir sur ce levier causal, relativement accessible, en comparaison d'autres déterminants sociaux plus profonds. Alors à propos du nombre de recherches, il parle un petit peu du nombre de recherches qui ont été occultées
par les propagandistes pro-télévision, et il nous dit, résultat des courses, selon les chiffres publiés par l'Académie américaine de pédiatrie, j'ouvre les guillemets, plus de 3500 travaux de recherche ont examiné l'association liant violence médiatique et comportement violent. Tous, à l'exception de 8, ont montré une relation positive, fermez les guillemets. 8 sur plus de 3500, cela représente près de 99,8% de corroboration. Alors ensuite, encore un dernier passage avec quelques chiffres. Désolé si je passe beaucoup d'informations, parce que du coup, celles que je vais vous citer sont un petit peu difficiles à comprendre sans le contexte. Donc petit passage qui servira de préambule, pour revenir encore une fois à l'expérience des villes Notel, Multitel, Unitel. Selon les conclusions présentées par cet auteur dans le très réputé Journal of the American Medical Association, chaque acte violent est manifestement le résultat d'un ensemble de forces agissant de concert. Personne ne dit le contraire. Pauvreté, crime, abus d'alcool et de drogue, stress, dont l'exposition précoce à la télévision n'est qu'une dimension. Néanmoins, les évidences épidémiologiques indiquent que si, hypothétiquement, la technologie télévisuelle n'avait jamais été développée, il y aurait aujourd'hui aux États-Unis chaque année 10 000 homicides de moins, 70 000 viols de moins et 700 000 agressions avec blessures de moins. Pour ceux qui jugeraient ces chiffres extravagants, un petit retour sur une recherche déjà évoquée pourrait se révéler intéressant. C'est là qu'on vient à Notel et compagnie. Les auteurs étudièrent le comportement de jeunes élèves de primaire, alors que ceux-ci jouaient dans la cour de leur école pendant la récréation. Les conduites agressives et violentes furent classées selon 2 axes. L'un physique, par exemple coups, bousculades, morsures, l'autre verbal, c'est-à-dire des injures, menaces, etc. Les résultats montrèrent pour Notel, suite à l'introduction de la télévision, un doublement des incidents verbaux et un quasi-triplement des accrochages physiques. Aucune évolution significative ne fut observée sur les 2 autres agglomérations. Le sous-chapitre suivant s'appelle « La violence, c'est bon pour les affaires ». Et je commence par ça. Pour établir son propos, cette institution étudia à la loupe, alors il parle du CSA, un peu plus de 109 heures de programme représentant 194 émissions. Les résultats montrèrent que les spectateurs ingurgitaient en moyenne 2 crimes et une dizaine d'actes violents par heure. Soit sur une année, pour un téléphage typique, passant chaque jour 3h30 devant la mire, près de 2600 crimes et 13 000 actes violents. Ça, c'est ce que vous consommez au total. Plus de la moitié des fictions contenaient au moins une séquence criminelle. Dans un grand nombre de cas, les actes de violence étaient le fait de personnages positifs. Ensuite, il nous fait remarquer, il fut alors montré que les œuvres les plus performantes du box-office américain étaient à 90% porteuses de contenu violent. Sans surprise, ces derniers révélèrent les mêmes biais que ceux précédemment observés pour les programmes télévisuels. Perpétration par des personnages positifs, sous-estimation des conséquences, absence de remords et de sanctions, etc. Comment se fait-il que les industries cinématographiques et audiovisuelles soient à ce point accros à la violence? Comment expliquer que cette dernière soit aussi largement représentée sur nos écrans? Et là, on a un début de réponse. En effet, plusieurs recherches récentes ont montré que les contenus agressifs et brutaux étaient, à travers le stress qu'ils imposent au cerveau, une véritable bénédiction pour les annonceurs. Monsieur Lelay songeait d'ailleurs peut-être à ses recherches lorsqu'il évoquait, dans une saillie devenue culte, ces programmes susceptibles de, entre guillemets, préparer le cerveau afin de rendre ce dernier pleinement disponible aux coupures publicitaires. On sait notamment aujourd'hui qu'un individu soumis à des tensions émotionnelles enregistre mieux les messages qui lui sont imposés et s'avère plus aisément conditionnable. Ça, c'est... Ruminez-le, faites ça, tournez ça dans votre tête pendant un certain temps. Ça a une implication, je pense, assez profonde. Je le redis d'ailleurs, on sait notamment aujourd'hui qu'un individu soumis à des tensions émotionnelles enregistre mieux les messages qui lui sont imposés et s'avère plus aisément conditionnable. L'effet est doublement intéressant pour les marques alimentaires dans la mesure où ces tensions encouragent aussi, à travers un certain nombre de mécanismes biochimiques, la consommation de produits gras et sucrés. Difficile de croire que les publicitaires ignorent ces réalités et se retiennent d'en tirer profit. Sous-chapitre suivant, intitulé « La violence appelle la violence ». Affirmer que les images violentes influencent notre comportement n'implique pas, évidemment, que la télévision soit une infernale machine à fabriquer des tueurs psychopathes. Puisqu'évidemment, quand vous parlez de ces choses-là aux gens, ils ont toujours des réactions extrêmement binaires et complètement exagérées pour vous tourner en ridicule, mais
Ayons un peu de mesure. Cela signifie juste, si je puis dire, que quand un spectateur est exposé à des images violentes, il devient plus agressif. Cette agressivité peut se mesurer à court terme en comptabilisant par exemple le nombre de bourrades, d'altercations, de coups et d'insultes échangés par des enfants durant une récréation scolaire. Hein, on parle pas de gens en train de se tuer. Ça peut être des choses vraiment toutes bêtes du quotidien comme ça. Depuis 50 ans, les neuroscientifiques ont accumulé les évidences montrant que nos conduites sont constamment modulées par des facteurs environnementaux dont nous n'avons nulle conscience. Alors ça c'est le petit passage, connais-toi toi-même, vous allez apprendre des choses sur vous-même. En effet, si tout ce qui transite au cœur de nos neurones devait atteindre la conscience, l'esprit se trouverait très vite saturé et incapable de fonctionner. Pour s'en sortir, le cerveau n'a donc pas le choix, il lui faut restreindre le volume d'informations livrées à la conscience. Cela implique, pour le dire très schématiquement, que la plupart de nos décisions sont prises sans que notre moi soit informé. On peut citer de très nombreux exemples de ce phénomène à tous les étages de la pyramide comportementale. Au niveau physiologique le plus basique, par exemple, lorsque l'on observe un congénère en train de courir, notre rythme respiratoire augmente. Et lorsque l'on est confronté, extrêmement intéressant, parce qu'ici il ne s'agit pas de stimuli physiques, on parle de mots. Lorsque l'on est confronté de manière subliminale à des mots tels que force, puissance ou effort, cela nous pousse à produire des mouvements plus vigoureux. Ce dernier résultat est particulièrement intéressant dans la mesure où il ouvre la voie au champ tout à fait fascinant des primings, qu'il traduit par amorçage, des amorçages donc conceptuels. L'idée de base est alors assez simple, des stimuli environnementaux spécifiques activent des représentations cérébrales singulières qui activent elles-mêmes en retour des comportements particuliers. Au vu de ces données, la capacité des images violentes à générer chez le spectateur des comportements agressifs ne devrait plus apparaître comme une curiosité improbable, mais bien comme l'expression inéluctable d'un processus neurophysiologique universel. Je suis avec une autre petite étude sociale qui cette fois-ci ne concerne plus des enfants. Le même phénomène fut observé avec une population étudiante non délinquante. Celle-ci fut aléatoirement répartie en 2 groupes, exposée 4 jours consécutifs à 4 films, soit violents, encore une fois, soit neutres. Au lendemain de la dernière projection, tout ce beau monde se retrouva engagé dans une étude comportementale, n'ayant apparemment aucun rapport avec l'expérience cinématographique originelle. Lorsqu'ils furent placés en situation de nuire à l'expérimentateur, les étudiants qui avaient visionné les films violents se montrèrent substantiellement plus hostiles et agressifs que leurs congénères du groupe neutre. Ce résultat fut observé indépendamment du comportement initial amical ou attentatoire de l'expérimentateur. Conclusion des auteurs, j'ouvre les guillemets, ces résultats montrent qu'une exposition prolongée à des films gratuitement violents est capable d'entraîner une escalade de violence chez des hommes et des femmes ayant été provoqués, A, et B, ce qui peut être le plus important, de susciter ce genre de comportement chez des hommes et des femmes n'ayant subi aucune provocation. On peut noter que cette conclusion a récemment été généralisée au champ des violences dites indirectes, qui surviennent par exemple lorsqu'un individu s'attribue le travail d'un collègue, qu'une étudiante expose en place publique les photos compromettantes de sa colocataire, ou qu'un domestique inconvenant profite de la faiblesse d'employeurs âgés pour dépouiller ces derniers. Donc ça c'est extrêmement important. Là on parle vraiment de la pollution de la vision du monde par la télévision. Les implications sont énormes. C'est ça qui forge le monde. Hein. Tout le monde regarde la télévision, tout le monde regarde la télévision pendant plusieurs heures. Il y a pratiquement que de la violence dans les fictions à la télévision. Je veux dire, faites les connexions. Hein, mesurez à peu près les conséquences que ça a sur une société entière. Ce que ça signifie qu'on soit complètement contaminé et colonisé par la télévision. Hein, imaginez ce que ça signifie quand vous avez lu ce genre d'études. Le sous-chapitre suivant s'appelle « La violence repousse les frontières de l'inacceptable ». Et ici, on va parler de désensibilisation. Durant les 50 dernières années, nombre d'auteurs se sont demandé s'il serait légitime d'ajouter à cette liste la progressive désensibilisation à la violence des individus téléphages. La réponse est aujourd'hui connue. Elle est clairement positive. En effet, il est maintenant établi que plus un sujet voit d'images violentes, moins il présente de réactions émotionnelles à ces images. Moins il s'avère enclin, entre parenthèses, même s'il ne risque absolument rien, à porter secours à une personne inconnue victime de violence. Et moins il se montre empathique vis-à-vis des victimes d'agressions brutales. Après avoir confirmé la validité du phénomène, ces auteurs montrèrent que l'accumulation des stimuli violents générait un double mouvement cognitif. Premièrement, les sujets prenaient de plus en plus de plaisir à voir les images présentées. Et quand j'ai lu ça, je me suis posé la question, d'ailleurs au passage, de pourquoi
et en particulier sur les dernières générations, on a de plus en plus cette soif de voir au cinéma des films ultra violents. Est-ce que dans le monde réel on aime ça, la violence? Est-ce qu'on a envie de voir de l'ultra-violence dans le monde réel? Alors pourquoi on passe notre temps à voir ça au cinéma? Pourquoi ça nous plaît? La question mérite d'être posée tout de même. Qu'il nous faut encore du sexe, du vice, de la baston. Sinon, rien. Il traque le sexe, le vice et la baston. Il y a un mouvement de foule, il y a... Okay. Que se passe-t-il? Attention, nous sommes obligés d'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mouvement de foule, il y a quelqu'un qui tire. Deuxièmement, il ressentait de moins en moins d'empathie envers les victimes. Le sous-chapitre suivant s'appelle la violence nourrit la peur. Ah, et la peur, comme on l'a vu, les annonceurs en ont vraiment besoin. Pas que. Mais on sait que ça leur profite. Alors ici, on a une anecdote. Nathalie est une femme active et débordée. Elle refuse néanmoins de laisser sa fille de 14 ans sortir seule dans les rues de Lyon. Chaque soir, par exemple, une nourrice vient attendre l'adolescente à la sortie de l'école. Nathalie avoue être inquiète, entre guillemets, à cause de tout ce qui se passe. Quand on l'invite à préciser le sens qu'elle donne à cette expression, cette mère attentive évoque, entre guillemets, les fous en liberté, comme ceux qui poussent les gens dans le métro. Elle mentionne aussi, j'ouvre les guillemets, tous ces viols et ces pédophiles, et puis il y a les bandes des banlieues, les chauffards. C'est vraiment dangereux pour une gamine, surtout si elle est mignonne. Est-il utile de préciser que Nathalie n'a jamais été agressée, violée, ou victime d'un grave accident de la circulation, et qu'elle ne peut nommer personne qui est, au sein de son entourage proche, subit ce genre d'épreuve? En fait, tout ce que cette femme connaît de l'insécurité, des psychopathes de la route et des bandes sanguinaires qui hantent nos villes, elle le doit à la télévision. Et regarde le journal télévisé tous les soirs, pour, dit-elle, savoir ce qui se passe, parce qu'avec mon travail, je n'ai pas le temps de lire le journal. Comme s'il était impensable d'utiliser les 30 minutes consacrées aux 20h de TF1 ou France 2 à lire Le Monde, Le Figaro, Libération, La Croix ou Aujourd'hui en France. Le fait est bien connu, lire le journal demande du temps, regarder la télé, pas du tout. Alors plus tard, je lis, ces quelques exemples illustrent assez bien, je crois, ce que les spécialistes entendent lorsqu'ils évoquent la théorie dite de l'acculturation. Dans son acception la plus commune, cette dernière suggère deux choses. Premièrement, la télévision nous montre un monde parfois très éloigné de la réalité objective. Deuxièmement, ce monde irréel influence fortement notre perception du monde réel. La télévision ou la manière dont l'irréel influence la perception du réel. Plus tard, sans surprise, les résultats indiquèrent que les journaux télévisés, les émissions consacrées aux forces de l'ordre et les séries criminelles étaient particulièrement favorables au développement d'un sentiment d'insécurité. En accord avec cette observation, un travail assez ancien que les comités académiques d'éthique interdiraient sûrement désormais, avait d'ailleurs pu montrer qu'il était possible d'accroître expérimentalement la crainte d'être victimisé chez un groupe de sujets exposés de manière répétée à des films d'action, naturellement riches en contenu violent. En général, cependant, l'effet anxiogène de la télévision opère selon une logique plus diffuse. Il se construit par accumulation pour aboutir à ce que George Gardner nommait opportunément un syndrome du grand méchant monde. À force de baigner dans un cloaque d'images violentes, faites d'enlèvements, de meurtres, de bagarres, de braquages, de tortures, de viols et de vols, le spectateur finit par se persuader que le monde est infiniment plus dangereux, plus perfide et plus brutal qu'il ne l'est en réalité. C'est un décor permanent qu'on se construit dans notre vie quand on regarde la télévision. C'est ça qui se passe. Est-ce qu'on a vraiment envie de se construire ce genre de décor? D'ailleurs, ne nous y trompons pas, nombre d'élus ont parfaitement compris la règle du jeu. Quand pointe une élection ou une difficulté, il n'est pas rare de voir réapparaître sur le devant de la scène médiatique les questions d'insécurité. Durant les mois qui précédèrent le vote, chaque frémissement contraire fut contré par une opportune alerte terroriste. Lorsque le chef de la mission de recherche sur les armes de destruction massive, on parle des Américains, déclara n'avoir rien trouvé en Irak, l'administration Bush répondit sous 3 jours en annonçant un possible attentat à l'arme chimique contre les réseaux de bus et de trains. On n'a pas de terroristes? Ah ben merde, il faut qu'on en fasse. Alors plus tard on a, étrangement, le même type de phénomène frappa la France, juste avant l'élection présidentielle de 2002, lorsque Jacques Chirac parvint à imposer le thème de l'insécurité comme un enjeu central de la campagne. Dans ce cas, toutefois, la télévision ne fit pas que relayer le mouvement, elle l'accompagna et l'amplifia avec ardeur. Le fait est que durant 6 semaines, les 6 semaines qui précédèrent le premier tour de scrutin, les journaux de TF1 et France 2 se livrèrent à une véritable course au glauque,
Sur cette période, pas moins de 314 sujets liés à la sécurité furent présentés avec force dramatisation. Durant la première semaine de l'entre-deux tours, cette prévalence tomba soudainement à 3 unités. Un décrochage prodigieux qui ne put évidemment être relié à aucune évolution de la criminalité réelle. Un petit bourrage de crâne quand il faut, ça, la télévision, ils savent faire. Figurez-vous qu'il y a une émission sur YouTube qui s'appelle Horizon. Donc vous cherchez Horizon. Et l'épisode s'appelle Le syndrome du grand méchant monde. Où là, tout ce sujet est repassé plus en détail. Vous avez des chiffres. C'est super bien monté. Il y a un très bon travail de réalisation. Vraiment, je vous recommande de le regarder. C'est génial. Et je trouve que c'est un travail admirable, ce qu'ils ont fait. Et on passe enfin au dernier chapitre, qui s'appelle Conclusion, un peu de télé en moins, c'est beaucoup de vie en plus. Pour conclure, on en vient à l'expérience personnelle de l'auteur. Cet été, mon épouse, moi-même et les enfants avons passé nos vacances dans un superbe petit village d'Auvergne, au sein d'une maison de famille, achetée il y a quelques années. Depuis notre emménagement, tous les bâtiments environnants ont peu à peu habillé leur façade de méchantes paraboles disgracieuses. Nos murs font aujourd'hui figure d'exception dans leur ostensible virginité. J'ouvre les guillemets. J'ai une parabole dont je ne me sers plus et que je peux vous donner si vous voulez. Nous a même proposé une voisine à qui nous ne demandions rien. Encore, j'ouvre les guillemets. Quand on ne vient pas souvent, c'est vrai que ça fait cher. Ajouta-t-elle d'ailleurs, persuadée que nos réticences ne pouvaient être que financières. Les gens ont vraiment beaucoup de mal à concevoir que l'on puisse choisir en toute conscience de vivre sans télé. On se demande c'est quand même intéressant, parce qu'on se demande comment on faisait avant. Qu'est-ce que les gens faisaient avant la télévision? Comment on a fait pour vivre sans? Regardez la manière dont elle s'est installée dans les foyers. C'est devenu omniprésent. C'est le dieu du foyer. Alors ensuite, il parle de sa petite fille qui rencontre une autre et qui parle de ce sujet-là. Et elle lui dit, tu sais, tu peux venir chez moi si tu veux. Mon papa, lui, il te laissera regarder, il est gentil. De cette autorisation parentale, effectivement, il est difficile de douter lorsque l'on examine l'emploi du temps estival de la petite Léa. Là, on va avoir un petit comparatif. Celui-ci illustre, je le crains, jusqu'à la caricature, le propos du présent livre, et l'effroyable prix que nos enfants payent à l'écran. Le matin, Léa, entre guillemets, ne pouvait pas venir jouer avec Charlotte parce qu'il y avait foudre de 10h à 11h sur France 2. Puis juste après, Plus belle la vie sur France 3. L'après-midi, notre jeune téléphage quittait précipitamment la plage à 18h pour ne rien rater de Secret Story sur TF1. Le soir, au moment du dîner, toute sa famille se retrouvait devant le journal télévisé. La journée s'achevait alors par 2 ou 3 épisodes, d'une série quelconque, de préférence américaine. Au bas mot, cet empilement représentait 5 heures d'exposition quotidienne, soit pour 2 mois d'été, parce que c'était en vacances, 300 heures au total, équivalent à près de 19 jours de temps de veille. Ensuite, il compare avec l'emploi du temps de sa fille. Pendant ses vacances, cette dernière a été contrainte de s'occuper par elle-même, sans l'aide de la télévision. Il lui a alors fallu construire des activités, trouver des partenaires de jeu, adapter ses projets aux conditions météorologiques, etc. Au final, les heures dilapidées par Léa face à Foudre, Plus belle la vie, les experts Desperate Housewives, qui est parfait pour une petite fille 8 ans comme tout le monde le sait, ou Secret Story, même topo, ont été utilisés par Charlotte pour dormir, nager, rêver, faire du vélo, chasser les papillons, préparer des gâteaux, nourrir les ânes de la voisine ou simplement lire un bouquin. Concernant ce dernier point, par exemple, j'avais glissé dans les bagages de la demoiselle un livre d'histoire de France que je trouvais fort bien réalisé. Elle l'ouvrait sans entrain par une matinée lourde d'un abyssal ennui. Un ennui qui évidemment n'aurait jamais vu le jour si une télé avait été présente. Rapidement, Charlotte entra dans le récit qui lui était proposé. Elle le dévora en quelques jours, avec un évident plaisir. Plusieurs fois, elle se transforma en conteuse émérite, au profit de sa sœur de 4 ans, qui l'interrogeait sur les images du livre. Ce dernier donnait alors prétexte à toutes sortes de jeux, d'échanges et de temps partagés. La préhistoire vit naître une cabane dans le jardin, et d'étranges fresques sur le mur du garage. Les temps celtiques transformèrent les filles en druides-cueilleurs de gui et faisant des potions. La période révolutionnaire conduisit à l'édification d'une guillotine avec Ken et Barbie, dans les rôles respectifs de Louis XVI et Marie-Antoinette. Aucun de ces moments ne fut vécu comme une corvée ou un travail. Pourtant, chacun d'eux contribua directement à renforcer les compétences sociales, culturelles, lexicales, artistiques, cognitives et physiques des gamines. Si une télé avait été présente, ces apprentissages auraient en grande partie été perdus et remplacés par des temps comateux. Bien sûr, on peut dire que 300 heures après tout, ce n'est pas grand-chose.
Pourtant, à l'échelle d'une vie d'enfant, ces quelques unités estivales représentent un total de près de 13 000 heures. 13 000 heures d'activité formative engrangées par Charlotte et perdues par Léa. Ce qui nous fait 812 jours de vie éveillée. Ou si vous préférez, plus de 2 années complètes d'apprentissage inscrites pour l'une dans l'espace des actifs, pour l'autre dans le champ des passifs. Confronté à ces divergences, on ne peut s'étonner, je crois, des différences profondes qui d'ores et déjà existent entre nos deux écolières. Charlotte est plutôt en bonne santé, bien dans sa tête, patiente avec sa sœur, solide à l'école et à l'aise en collectivité. Léa, au contraire, a redoublé son CM1. Elle lit avec difficulté, affiche un notable surpoids, semble incapable de parler à son petit frère sans le vilipender, et paraît très fière d'avoir déjà essayé de fumer, entre guillemets, comme les grands. Dire que la télévision explique à elle seule toutes ces différences serait stupide. Toutefois, affirmer qu'elle ne joue aucun rôle, ou opère en sous-main de façon marginale, le serait encore plus. Et puis voici les mots de conclusion de l'auteur. À titre personnel, je ne peux que former le vœu d'une prise de conscience collective, par laquelle serait à jamais révoqué le pouvoir exorbitant dont jouit aujourd'hui la clique des vendeurs de cerveaux. J'espère que cette réalité pourra être entendue. Si elle ne l'est pas, au moins, ne pourrons-nous plus dire que nous ne savions pas. Et si vous regardez tout ça, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Vous savez ce que vous avez à faire. Alors j'espère que cette présentation n'a pas été trop pénible à suivre en dépit de son amateurisme. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la télévision, mais ce que je trouve intéressant justement avec ce livre, c'est que ça nous donne du concret, ça nous donne de l'irréfutable, et surtout ça donne des choses qui touchent à notre petite personne. C'est là qu'on comprend qu'il y a un problème, même envers notre petite personne, quand on est un consommateur régulier de télévision, et ça peut justement pousser à un changement qui serait profitable pour tout le monde, parce qu'a priori ça l'est individuellement, mais vous aurez compris aussi que ça a surtout un effet collectif. C'est, comme disait l'auteur à la fin, une question de prise de conscience collective, et moins de gens regarderont la télévision, plus le monde sera différent. Automatiquement, il sera différent. C'est l'outil de propagande le plus magnifique qui ait jamais été inventé, l'outil de contrôle mental, de masse le plus formidable qui n'ait jamais été inventé. Donc c'est un outil qui a un pouvoir absolument colossal aujourd'hui. Vous avez compris que c'est incontournable et que son emprise est extrêmement bien ancrée, et que ce pouvoir qu'a cet outil n'est pas à notre bénéfice. Donc on aura peut-être l'occasion de reparler de tout ça plus en détail. En attendant, vous avez un petit peu de lecture, j'espère que ça vous a intéressé, et surtout partagez si vous trouvez cela important. Peut-être à une autre fois, si je renouvelle l'expérience avec d'autres livres. Du sexe, du vice, de la baston. Sinon, rien. Que se passe-t-il? Attention, nous sommes obligés d'arrêter.